La prise de la ville d'Uvira par le mouvement AFC-M23 a créé une situation déplorable sur le plan social et économique de la population d'Uvira. Vous savez qu'à Yaguer, il y a des activités qui ne fonctionnent pas normalement et ça a un impact sur ces activités-là, la guerre en question. Et il y a certains opérateurs économiques qui fuient la guerre, qui se déplacent, il y a des populations qui se déplacent, il y a des activités qui sont fermées, il y a des entreprises qui ne fonctionnent pas, il y a les banques qui ne fonctionnent pas, et il y a des écoles et autres choses qui contribuent à l'amélioration ou à la maintenance de la vie normale, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan économique d'une population. Et donc, depuis l'entrée de la rébellion ou du mouvement AFC-M23 dans la ville, cela a tout perturbé, parce qu'en fait, aujourd'hui, vous savez, même la population de ville à qui s'approvisionner au niveau du pays voisin, la population ne se déplace pas, la frontière elle est fermée, et quand bien même on prétendrait que il y a cette route, la RN5 qui mène vers Bukavu, qui semble être fréquentable actuellement, mais même si la population de Bukavu venait à Uvira, elle viendra prendre quoi? Parce que vous allez voir même que les activités de pêche ne sont pas au rendez-vous. Il n'y a pas l'accès vers les sites, que ce soit Baraka, alors que ces trafics Bukavu, Uvira, Fizi, Baraka, Missis, ainsi de suite, ça donnait encore une vivacité à la vie socio-économique de la population Uvira. Et donc, depuis lors, nous restons dans les maisons et la situation sécuritaire jusque-là n'est pas améliorée parce que la population vit la peur au ventre. À tout moment, on entend des balles qui crépitent dans les collines. Et toute cette situation-là ne laisse pas la population tranquille. Donc nous pensons que depuis l'entrée du mouvement AFC-M23, la vie elle est compliquée, très difficile. On ne sait pas comment le dire, mais nous pensons que c'est la misère qui s'est installée et on ne sait pas jusqu'à quand la situation va durer. Comment se comporter face à cette situation? Bon, comment se comporter? D'abord, il faut développer les capacités de la résilience parce qu'en fait, nous devons faire avec. Nous, comme population, c'est comme si nous sommes pris en otage. Nous sommes pris en otage parce que tout ce qui s'est fait au niveau international, qui s'est fait au niveau national, en termes d'accord entre les États-Unis et la RDC, entre les Rwandais et la RDC, et tout ce qui se discute à Doha entre le gouvernement congolais et le mouvement FCN23, nous, population, nous ne sommes pas impliqués. Donc, nous sommes victimes, on dirait, d'un complot à tous les niveaux. Parce qu'en fait, nous, population, nous ne comprenons pas pourquoi nous vivons cette situation. Parce que tous les intérêts qui sont au centre des rébellions, au centre des guerres, au centre de la mauvaise gouvernance, nous sommes victimes de ces agissements-là. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes obligés, nous sommes assujettis à ces conditions-là. On n'a pas quoi faire. Nous, comme acteurs de défense des droits humains et des acteurs sociaux, nous allons continuer à lancer nos cris d'alarme. Vous le savez, nos compatriotes qui sont au Burundi, dans quelle misère ils vivent actuellement, vous le savez. Et ceux-là qui sont à l'extérieur du pays, et nous qui sommes à l'intérieur du pays, nous nous retrouvons tous dans les mêmes conditions de vie. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, vous allez commencer à enregistrer des morts dits à la famine, dits aux maladies, parce qu'il y a des hôpitaux qui n'auront pas de médicaments, dont le médecin, soi-disant spécialiste, sont à l'extérieur, ils ont fui la guerre. Et donc, aujourd'hui, ne vous étonnez pas que demain ou le lendemain, vous puissiez être au courant, en tant que journaliste, qu'il y a des enfants qui sont morts parce qu'ils n'ont pas reçu les soins appropriés, parce que les hôpitaux ont manqué de médicaments, les femmes qui vont mettre au monde, qui vont mourir parce qu'elles n'ont pas été prises correctement en charge, et les autres vont mourir de faim. Les autres vont mourir de faim parce que, en fait, la situation, elle est déplorable. Que ce soit pour nous qui sommes à l'intérieur, que ce soit pour ceux-là qui se sont réfugiés au Burundi, nous sommes tous dans les mêmes conditions.
Oui, l'on parle aussi concernant la cohésion sociale. L'on t'a décrié ici à Ouvira et c'est parmi les chevals de bataille du M23. Qu'en pensez-vous? Vous savez que je suis responsable d'une organisation euh, dénommée Observatoire droit, justice et gouvernance locale pour la cohésion sociale. Donc, vous savez, il y a des choses que les gens nous disent qui cachent, qui constituent un arbre, qui cachent une forêt. En fait, aujourd'hui, cette question de la cohésion sociale, on n'en parle même plus. Et on comprend que c'était des termes qui étaient utilisés pour manipuler certaines tribus, certaines ethnies. Mais aujourd'hui, dites-moi, qui est épargné de ces situations ici? C'est toutes les tribus, c'est toutes les ethnies qui sont victimes. Victimes parce que si l'hôpital n'a pas de médicaments, ce ne sont pas seulement les telles ou telle tribus qui fréquentent ces hôpitaux-là. Non. Donc, aujourd'hui, cette question, ça saute aux yeux noirs, c'est vrai que c'était de la pire manipulation, parce qu'on n'a pas entendu pendant cette guerre ici une tribu qui s'était levée contre une autre. Non, nous n'avons jamais connu des conflits tribalo-ethniques ici. Non, on n'a jamais entendu que telle tribu s'est levée pour faire la guerre à une autre tribu. C'est pas de petits cas isolés, c'est pas comment dire, des manipulations de certaines personnes se positionner politiquement ou socialement pour qu'ils soient appelés ou qu'elles soient appelées leaders, qu'elles soient appelées, je ne sais pas, des grands politiciens, qu'elles cherchent des personnes qui cherchent leurs propres intérêts, qui avancent ces questions de conflits tribalo-ethniques, alors que dans la réalité, il y a toujours cette rivalité tribalo-ethnique par rapport à une représentation. Et nous comprenons que la vie, c'est une compétition et chaque individu, même dans la famille, chacun veut être mieux que l'autre. Et ce n'est pas à dire que parce que vous luttez pour être mieux que l'autre, qu'on va vous coller, n'est-ce pas, cette qualification d'être tribal, d'être ceci ou cela. Non. Et donc, nous pensons que sur le plan de la cohésion sociale, nous sommes tous à Ouvira, Bashi, Barega, Bafleur, Babembe, toutes les tribus, nous sommes là, nous subissons les mêmes sorts et personne ne peut prétendre que nous vivons cette situation parce que telle tribu a fait ceci ou telle ethnie a fait cela. Et avant l'arrivée du M23 et aujourd'hui ils sont dans la ville d'Ouvira, comment tu analyses, comment tu juges? Vous dites, lorsque on ne dirige pas pour soi-même, on dirige aussi pour les autres. Et quand on prétend être un leader, on prétend gouverner une entité, il faut privilégier les intérêts de cette population que vous aviez trouvée sur les lieux. Et je m'en vais alors dire que c'est vrai, la première observation que nous faisons, c'est que la population vit dans la peur. Ça, c'est la première observation. Nous vivons dans une psychose. Et cette psychose est due au fait que nous ne savons pas où est-ce que nous sommes, où est-ce que nous allons. Et nous nous posons la question, quand est-ce que cela va prendre effet? Quand est-ce qu'encore un Congolais dormira et se lèvera le matin et se dit, je me dirige vers mon travail et je bénéficie du travail que je fournis, que ce soit à la nation ou à ma société. Donc ça, c'est la première observation. C'est que tout Congolais aujourd'hui, à Ouvira, je crois même au site Kivu, dans son ensemble, vit la peur au ventre. Parce que à tout moment, ça peut bâcler. À tout moment, on peut être traité de ces choses-là, et quand on te traite de complice de tel ou tel autre parti, notamment le gouvernement congolais ou la rébellion M23, si tellement on t'est collé à une partie, c'est sûr et certain, selon les cas où les cas où vous vous retrouvez, vous serez victime, on peut vous ôter même la vie. Il suffit seulement qu'on vous colle que vous êtes complice du M23. Si vous êtes du côté gouvernement, vous n'avez pas de chance. Et il suffit que du côté M23, on vous colle, que vous collaborez avec le gouvernement congolais pour que vous puissiez vous voir ôter la vie d'une manière ou d'une autre, ou emprisonner, ou porter disparu. Donc, tout le monde vit dans la peur. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est qu'il y a quand même certaines choses qu'on observe. On s'est dit finalement, on ne voit plus les militaires déambuler comme avant,
par-ci, par-là. On voit qu'avec cette peur, la population commence même, il y a certaines personnes qui commencent même à manipuler et renforcer cette peur à travers les réseaux sociaux, qui parlent des choses, même au nom et pour les comptes du mouvement M23, alors que le mouvement n'a rien dit, et ça crée encore la frustration dans les chefs de la population. On constate également qu'il y a cette paix apparente, cette sécurité apparente, parce qu'on se dit finalement, la population désormais, elle dort avant 19h, tout le monde doit être à la maison. Donc, vous vous promenez avec toute la prudence possible, parce qu'on ne sait pas ce qui peut vous arriver d'un moment à l'autre. Voilà les observations que j'ai par rapport à l'avant, la venue du mouvement M23, AFC M23, où chaque Congolais se promenait de 24 heures à 24 heures, où on voyait que chacun pouvait se lever le matin, aller à son travail et faire son travail correctement, et revenir, et sans beaucoup de crainte, en dépit d'un désordre qu'on observait, les militaires qui se promenaient en désordre, où à tout moment on pouvait entendre une balle crépiter par-ci par-là. Mais nous pensons que actuellement ces pratiques ont un peu diminué. Mais la grande observation, c'est que la population vit dans la peur. Oui, avant de clore ce débat, maître, dans vos speeches, vous avez soulevé les souhaits de la population de l'Est qui chante jour et nuit sur la paix. Et il y a affrontement entre le gouvernement et le M23. Qu'est-ce que vous préconisez entre les deux belligérants afin que la paix, ou la paix, pas pain, se rétablisse normalement à l'Est du pays? En fait, nous, de l'Observatoire, nous disons que la paix est le socle du développement. Lorsqu'il y a la paix, on peut faire tout. On peut construire des routes, on peut étudier, on peut mettre au monde avec la garantie que les enfants vont grandir dans de très bonnes conditions de vie. Donc, la paix est tout pour une personne. La sécurité est tout pour une personne.